Bonsoir et bienvenue dans Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, nous partons dans l'est de la France et plus particulièrement en Alsace-Lorraine. Entre la route des vins d'Alsace et les tables gourmandes de Lorraine, c'est un territoire français où il fait bon vivre. Pourtant, ce soir, il sera le théâtre de 3 faits divers qui font froid dans le dos. Voici Crime, Alsace-Lorraine, un détour en enfer. À Durambach, en 2017, Béatrice, 60 ans, mène une vie paisible avec Jean, son fils de 29 ans. S'il est très attaché à sa mère, depuis quelque temps, Jean a une nouvelle femme dans sa vie, Virginie. Ça commence par une histoire qui est basée uniquement sur le sexuel. Et on pense à une histoire sans lendemain, une histoire très passagère. Et cette histoire va durer. Virginie était plus âgée, était divorcée, avait 2 enfants. Mais cette union n'est pas au goût de Béatrice. Et elle n'hésite pas à en faire part à son fils. Pourtant, le 6 avril 2017, la vie de la retraitée prend une tournure dramatique. Un incendie se déclare chez Béatrice et les pompiers découvrent alors une scène d'horreur absolue. Le corps de Béatrice présente 36 coups de couteau. La décarnation a été faite post-mortem. Ce visage est introuvable et l'hypothèse qui est émise dans le cadre de cette procédure, c'est bien évidemment que le ou les agresseurs sont bien évidemment partis avec ce visage. À Verdun, dans la Meuse, Cassandra, une jeune femme de 21 ans, se présente aux urgences dans un état terrifiant. Le médecin lui-même, d'ailleurs, l'a décrit dans son certificat médical comme une personne qui présente l'apparence de quelqu'un qui sort d'un camp de concentration. Elle présente des bleus, des brûlures et des griffures sur tout le corps. Et ce que la jeune femme va raconter aux enquêteurs fait froid dans le dos. Ça a commencé avec des claques, tout ça. Donc là, il commence à me taper, à me donner des coups de pied, des coups de matraque. À Laxou, Nadia, 44 ans, a connu une vie difficile. Condamnation judiciaire, relations tourmentées, enfance traumatisante, c'est une femme très fragile qui tente de se reconstruire. Il y a ce terrible conditionnement psychique des blessures de l'enfance qui vont vous amener à reproduire le fait dont vous avez vous-même été victime. Mais depuis quelque temps, la vie semble de nouveau lui sourire. Elle revoit son fils, Jérémy, avec qui elle tente de construire une relation mère-fils. Et elle a même retrouvé l'amour auprès de David. Pourtant, ce bonheur est de courte durée. Quand ils me disent c'est ma mère, moi je me dis ouais, elle a encore fait quelque chose. Et là ils me disent que non, en fait, elle se fait assassiner. Certains coups de couteau étaient d'une telle violence qu'ils ont fracturé les côtes. Ce qui traduit un acharnement absolument incroyable. Et pour commencer cette émission, nous allons à Durambach, une petite commune alsacienne située au nord de Strasbourg. C'est ici que vit depuis toujours Béatrice, une retraitée de 60 ans, avec son fils Jean, 29 ans. La mère et le fils partagent la même passion, le foot. Ils sont très investis dans le club de leur commune. Et c'est là que Jean fait la rencontre de Virginie, âgée de seulement 35 ans. Béatrice ne voit pas de bon œil cette idylle. Et malgré tout, la vie se poursuit jusqu'au 6 avril 2017. Ce jour-là, la vie de cette famille bascule quand un automobiliste signale un incendie dans la maison de Béatrice. Et une fois le feu maîtrisé, les pompiers découvrent un cadavre, mutilé et sans visage.
C'est un petit village tranquille, comme il y en a plein en fait dans ce coin-là, sans souci particulier. Un village où tout le monde se connaît en fait. Le village alsacien classique, avec un resto, une église. Le 6 avril 2017, ce petit village, je dirais sans histoire, qui jusqu'à présent n'avait aucune particularité, va connaître un véritable coup de tonnerre. Vers 13h40, les pompiers sont alertés pour un incendie au domicile d'une dame donc, qui s'appelle Béatrice. Ils vont intervenir sur les lieux pour pouvoir essayer de déterminer ce qui se passe. Les pompiers vont donc s'introduire au domicile et ils vont ressortir un corps sans vie d'une femme. Au départ, les gens pensaient en fait qu'elle était morte suite à l'incendie, mais en fait non, l'incendie ne l'a quasiment pas touchée elle. Cette femme va être retrouvée dans un état absolument terrifiant puisqu'elle présente un grand nombre de plaies, plus d'une trentaine de plaies sur son corps et surtout un visage qui a été littéralement et strictement arraché. Âgée de 60 ans, Béatrice a vécu toute sa vie dans le village de Dürrenbach. Après avoir travaillé comme secrétaire, elle est depuis peu à la retraite. Béatrice, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux avec ses proches. Mais qui peut être et s'avérer très autoritaire. C'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Ah, c'est quelqu'un qui est réglé comme du papier à musique. Qui prévoit les choses, tout est organisé, qui est inséré socialement, que tout le monde connaît, qui est décrit comme quelqu'un d'agréable par ailleurs. C'est pas quelqu'un qui a des ennemis. Elle était très investie dans le club de foot également. Son mari, qui est décédé en 2015, était très investi dans le club de foot. Donc c'était apparemment des gens qui étaient très bien appréciés dans le village. C'est une veuve depuis peu qui vit dans une certaine forme de solitude. Elle vit véritablement pour son fils qui vit encore auprès d'elle. Jean était le bâton de vieillesse de sa mère. Le bâton de vieillesse, autrement dit, on s'appuie dessus, il est là, il doit rester là, il sera toujours là. Il va bientôt avoir 30 ans, il n'est pas toujours en capacité de s'occuper de ses affaires et il attend beaucoup d'être épaulé par sa mère pour pouvoir pourvoir à des besoins, je dirais, quotidiens. Mais ces liens indéfectibles entre mère et fils vont être brisés ce 6 avril 2017. Appelée en renfort, la section de recherche de Strasbourg pénètre dans l'habitation une fois le feu maîtrisé. La cuisine a été largement dévastée par les flammes, tout comme l'entrée de la maison, du domicile. Et pour pouvoir mettre le feu, on a utilisé des vieux papiers journaux qui étaient présents mais qui ont été disposés de telle sorte à ce qu'il y ait un départ de feu. On voit dans cette cuisine qui a été en proie aux flammes un bol et une tartine qui a été beurrée, qui présente d'ailleurs un croc au niveau de cette tartine, et laissant penser que la mort est venue la frapper au moment où elle prenait son petit déjeuner. Les constatations faites à l'intérieur de la maison, ça surprend un petit peu tout le monde parce qu'il n'y a pas de désordre apparent, il n'y a pas de signe de lutte, il n'y a pas de signe de cambriolage. La porte n'a pas été fracturée, aucune des huisseries n'a été forcée. Donc on va très vite arriver à la conclusion que la victime connaissait l'auteur ou que l'auteur lui a inspiré suffisamment de confiance pour qu'elle l'ouvre. On nous indique qu'il y avait du numéraire dans la maison, à peu près 800 €, puis on nous dit qu'il n'y a rien qui a été volé. Et c'est ce qui interroge. À l'étage, des prélèvements biologiques sont réalisés dans la salle de bain, épargnée par les flammes. On verra qu'il y a des traces d'essuyage au niveau du lavabo, mais aussi, également, on verra que la baignoire a été utilisée.
Et on peut comprendre, par rapport au stigmate de la victime qui a eu des traces à nettoyer, l'auteur des faits se serait potentiellement nettoyé ou aurait nettoyé des traces à cet endroit. Et après, tout le travail des enquêteurs va être d'investiguer dans une direction, dans une autre, pour essayer de trouver qui a pu commettre les faits. C'est ça le point de départ. Les gendarmes commencent alors par interroger Yannick, l'homme qui a prévenu les pompiers. Il explique être passé avec sa compagne devant le domicile de Béatrice vers 13h30. Il constate le chien, Jazz, le chien de Béatrice, qui divague sur la route, au bord de la route. Ils s'en étonnent, s'arrêtent, vont se diriger vers ce chien, le prennent par l'encolure pour le ramener dans la propriété de Béatrice. Il toque, personne ne répond, il essaie de pousser un petit peu la porte. Là, il se rend compte, il entend à un moment donné une alarme incendie et il se rend compte qu'il y a de la fumée, il y a la fumée qui se dégage de cette maison-là. Il appelle les pompiers et donc les pompiers arrivent sur le lieu assez rapidement. Les enquêteurs décident ensuite d'entendre Jean, le fils de la victime. Sous le choc de l'annonce, l'homme de 29 ans parvient tout de même à raconter le déroulé de sa journée. Jean explique qu'il est parti au travail le matin à 6h55, comme à son habitude. Il est catégorique, il a fermé sa porte à double tour, comme il le fait comme à chaque fois. Une journée particulièrement classique, jusqu'à cet appel aux alentours de 13h41 de Yannick, son cousin. Et il parle également de ce message, un post qui a été fait par Virginie, sa compagne du moment. Elle lui indique qu'elle a pu rencontrer une camionnette suspecte qui était conduite par un homme et accompagnée d'une femme, des personnes de gens du voyage. Sans plus attendre, les enquêteurs recueillent le témoignage de Virginie, leur témoin clé. À 35 ans, elle est bénévole au sein du club de foot du village, situé à 50 mètres de la maison de Béatrice. Ce matin-là, lorsqu'elle a quitté son domicile, donc sa première action, c'était de se rendre à la boucherie. Sa commande n'était pas encore prête et donc elle va au Clubhouse. Et à ce moment-là, elle voit une camionnette blanche qui arrive. Et là, on sort deux individus, un homme et une femme, dont elle fait une description extrêmement précise. Ce couple de démarcheurs proposerait leur service pour refaire le toit de ce clubhouse. Elle les avait trouvés un petit peu curieux. Elle relèvera également la plaque d'immatriculation du véhicule qu'elle communiquera par la suite aux gendarmes. Et voilà, ce sont ces deux personnes-là qui l'intriguent. Puis à un moment donné, elle les voit qui se dirigent vers le domicile de Béatrice. Donc elle avait un peu peur pour elle, donc elle prend un autre chemin plus court et puis elle va au domicile de Béatrice pour l'alerter qu'il y a des démarcheurs et qu'il ne faut pas leur ouvrir. Et elle se présente effectivement avant même que les démarcheurs n'arrivent sur place. Et là, Béatrice se serait saisie du bras de Virginie et l'aurait griffé de stupeur parce que, à ce moment-là précis, le couple de démarcheurs serait arrivé au niveau du portail. Il serait resté quelques instants devant la maison de Béatrice avant de repartir. Et donc, suite à ça, elle indiquera qu'elle a quitté le domicile vers 8h50, 55, avec une Béatrice parfaitement en vie. Et puis, elle est allée faire sa journée de travail. Sa journée de travail, ça a commencé aux alentours de 9h15, 9h20. Elle se rend chez sa première cliente, puisqu'elle est coiffeuse à domicile, et elle se rendra chez une deuxième cliente. Et ensuite, elle serait allée récupérer ses enfants à leur école, aurait fait déjeuner les enfants, puis aux alentours de 13h, aurait décidé de repartir au clubhouse pour, dit-elle, s'assurer que les portes étaient bien fermées. Elle expliquera que comme il y avait eu des intrusions régulièrement ces derniers temps, donc elle était allée au club de foot vérifier que tout était en ordre. À l'issue de son témoignage,
les enquêteurs sont perplexes. Virginie est passée à plusieurs reprises devant le domicile de Béatrice au cours de cette journée macabre. Et surtout, elle va leur faire une surprenante déclaration. Elle dit « Je suis la dernière personne à avoir vu vivante Béatrice ». Le corps de Béatrice présente 36 coups de couteau. Ces coups ont été surtout portés sur toute la région du thorax, mais également effectivement au niveau du bras, laissant penser qu'elle a cherché à se défendre. Et on pense qu'effectivement la décarnation a été faite post-mortem. Ce visage est introuvable et l'hypothèse qui est émise dans le cadre de cette procédure, c'est bien évidemment que le ou les agresseurs sont bien évidemment partis avec ce visage. C'est une tentative de négation de l'existence de l'autre. C'est une question qui va grandement remuer tout le monde parce que ça sous-tendrait que l'auteur des faits en voulait à la personne. Les résultats d'expertise de l'incendie vont également apporter des éléments précieux aux gendarmes alsaciens. Il y a eu 3 départs de feu qu'on va qualifier de sérieux, enfin qui vont embraser en partie la maison, et un qui était naissant. Ensuite, au niveau de l'alarme incendie, on sait qu'elle se déclenche à 13h08. De par ce bol et de cette tartine qui est encore présente sur cette table, le meurtre a eu lieu entre 8h et 9h, de façon quasiment certaine, et le départ de feu, c'est ce que disent d'ailleurs les experts, est contemporain, ce qui permet de constater qu'il y a eu à peu près 4 heures entre le meurtre et le départ de l'incendie. En parallèle de ces investigations, les enquêteurs vont essayer de remonter la piste des 2 démarcheurs. On va essayer d'opérer des recherches sur cette plaque d'immatriculation qui a été donnée par Virginie. Elle ne donnera rien puisqu'on localise un véhicule qui ne correspond pas du tout à la description qui est faite par Virginie. Et on va aussi interroger des gens du village. Et là, encore une fois, chou blanc, aucune personne n'a jamais rencontré, n'a jamais croisé la route de ce fameux couple des gens du voyage. Au cœur de nombreuses interrogations, Virginie est passée au crible par les gendarmes. Cette femme de 35 ans est née et a grandi dans la région, au sein d'une famille aimante. Elle était heureuse avec ses 2 frères. Ils ont vécu ensemble, hein. C'était la petite dernière, chouchoutée par ses frères, comme toutes les petites filles. Après des années, Virginie s'affirme et développe un caractère bien trempé. Elle travaillait au club de foot, elle était plus ou moins bénévole, si vous voulez, parce que c'est un petit village, donc s'occuper de laver les maillots, et puis elle donnait un coup de main, elle entraînait certains enfants, enfin voilà. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui mène sa barque, quelqu'un de peut-être excessif dans le domaine des relations, mais quelqu'un qui n'a jamais fait parler d'elle. Elle s'était mariée et avait eu 2 enfants dans un contexte d'échec total puisque, disait-elle, son mari buvait et faisait pas grand-chose d'autre. À l'été 2015, Virginie est justement en procédure de divorce lorsqu'elle rencontre Jean. Ils font partie du même club de foot. Lui aussi, c'est un passionné de foot. Il est gardien de but au club de foot du Hornbach. Et c'est en fait à cette occasion-là qu'ils se sont rencontrés. Ça commence par une histoire qui est basée uniquement sur le sexuel. Et on pense à une histoire sans lendemain, une histoire très passagère. Et cette histoire va durer. Mais Jean, si vous voulez, en fait, si vous me permettez l'expression, il a le cul entre 2 chaises. Lui, il est pris en étau entre Virginie et Béatrice, qui est hyper possessive.
Elle est possessive, elle le cocoune comme pas possible. Je veux dire, il n'a absolument aucune liberté. Il est à l'aune de ses 30 ans. Elle surveille tout, ses comptes, c'est elle qui les gère. Il fait rien. C'est un Tanguy. Et il s'est avéré que la mère de Jean désapprouvait la liaison de son fils parce que Virginie était plus âgée, était divorcée, avait 2 enfants. Dans la mesure où elle est extrêmement possessive, c'est son fils et elle veut que personne ne lui prenne, Virginie est mise à l'écart. Elle lui parle à peine. Jean va également confier à la section de recherche qu'au début de l'année 2017, sa mère lui a fait comprendre qu'elle souhaitait qu'il mette un terme à sa relation. Il ne jouera jamais franc jeu, que ce soit vis-à-vis de Virginie ou vis-à-vis de sa mère. Il ne prendra jamais position, ce qui fait qu'il y a une ambiguïté qui se crée tout le long. On sait qu'il y a une confrontation le 3 avril, confrontation qui a eu lieu au domicile de Béatrice. Elle va voir Béatrice pour lui poser la question qui lui brûle les lèvres depuis longtemps, pourquoi vous ne m'aimez pas? Et Béatrice va lui dire de façon très brutale, quels que soient les efforts qu'elle puisse entreprendre, qu'elle ne sera jamais sa belle-fille. Et Jean rentre du travail et la personnalité de Jean fait que il ne s'oppose pas, il écoute. Pour les enquêteurs, cette relation orageuse entre les 2 femmes pourrait bien constituer un mobile. Dès lors, une perquisition est organisée à Durenbach, au domicile de Virginie, où vit désormais Jean. On retrouvera quelques gouttelettes de sang sur une gourmette, quelques gouttelettes de sang sur un chemisier et une gouttelette de sang au niveau de la semelle de la chaussure. Mais dans toutes les analyses qui vont avoir été faites, on ne va pas retrouver d'ADN particulier. On va regarder les ongles de la victime, en se disant, si elle s'est défendue, elle a peut-être griffé son agresseur, et les ongles vont porter trace d'ADN. On n'a rien. Pourtant, selon Virginie, sa belle-mère l'aurait griffé à l'avant-bras le jour du drame. Soit il n'y avait pas suffisamment de matière à examiner, soit l'incendie avec la chaleur a détruit la partie ADN exploitable, soit ça ne s'est jamais produit. Deux mois après le meurtre, Jean et Virginie sont interpellés et placés en garde à vue par les gendarmes strasbourgeois. On la confronte avec des éléments qui interrogent, qui font d'elle une personne, la suspect numéro 1 dans ce dossier. Et à ce moment-là, on sent qu'elle est dans une posture de fuite. Il y a cette phrase dont je me souviens, c'est « Est-il possible que je ne me souvienne pas ?» Autrement dit, elle pose la question d'une possibilité d'une amnésie passagère. Je dis bien hypothèse, émise par les enquêteurs. Ce serait la volonté d'un face-à-face pour régler la question du positionnement du fils. Donc autrement dit, elle serait allée voir la mère, le ton serait monté. Elle aurait pu tuer sa belle-mère pour sortir de l'impasse. C'est-à-dire s'ouvrir une porte de sortie dans une situation où il n'y en avait plus aucune. Et ça peut conduire à un passage à l'acte. Qu'à l'évidence, les deux femmes, en quelque sorte, se disputaient le même homme. En s'appuyant sur le bornage téléphonique, mais également sur les différents témoignages, les gendarmes estiment que Béatrice a été tuée entre 8h30 et 9h10 ce 6 avril. Il y a une thèse qui est d'ailleurs assez satisfaisante, qui laisse penser qu'elle aurait pu mettre le feu dans le cadre d'une première tentative aux alentours de 11h et qu'elle repasse une troisième fois aux alentours de 11h45 avec ses enfants, peut-être d'ailleurs pour voir si le feu a pris. Et elle va, on le sait, repartir, elle le dit, aux alentours de 13h au niveau du clubhouse, puisqu'elle dira qu'elle a essayé de vérifier si les portes avaient bien été fermées et elle repassera encore une dernière fois
devant la maison de Béatrice, bien plus tard, aux alentours de 13h45, pour se rendre à son travail. Devant ces faisceaux de preuves, Virginie est mise en examen pour meurtre, puis écrouée. Jean, lui, est lavé de tout soupçon. Le 28 janvier 2018, la maison d'arrêt de Strasbourg va connaître un événement hors du commun. Après 7 mois de détention, Virginie donne naissance à une petite fille en prison. Tant pis, hein. Ça grandira aussi. Seulement en prison, c'est pas l'idéal pour un enfant. Bien qu'elle a très bien vécu en prison, cette petite, elle a été heureuse là-bas, avec sa maman. Jean n'a pas reconnu l'enfant, il a quelque chose d'infantile dans son comportement et c'est retracé dans toute son histoire. Et il ne se sent pas capable d'être père. C'est un procès qui est attendu, puisque ça fait près de 3 ans qu'elle est en détention provisoire, et on attend des réponses. Ce procès est attendu par Jean pour simplement que justice soit faite. Il faut qu'une vérité judiciaire soit établie pour qu'on puisse littéralement enterrer et faire son deuil, commencer à faire son deuil dignement. Mais pour les avocats de la défense, il n'y a pas d'élément objectif pour incriminer la mère de famille. Le meurtre a lieu avant qu'elle aille chez sa première cliente, qui ne remarquera rien. Pas dire, elle est arrivée, elle avait les cheveux en désordre, elle avait des traces de sang. Elle va rien noter d'anormal. En fait, ce dossier peut se résumer de manière très simple. On n'a pas de preuves directes. On n'a pas d'éléments incontestables, matériel objectif. Elle avait à cœur de crier son innocence. Et donc elle s'est expliquée sur les faits, elle s'est expliquée sur à peu près tout. Après, peut-être que le sentiment qu'elle a pu donner, en fait, c'est d'être un petit peu distante, de pas crier plus fort que ça son innocence. Elle est, à mon sens, complètement prisonnière de son geste. Le geste est tellement atroce qu'elle ne peut pas se reconnaître en étant l'auteur de ça. D'après les investigations, Virginie serait arrivée vers 8h30 chez Béatrice. Puis elle aurait quitté les lieux vers 9h10. Un laps de temps jugé trop court, selon la défense, pour tuer et mutiler la victime. Rien que l'opération de décarnation du visage, selon le légiste, ça prend plusieurs dizaines de minutes. Elle indiquait au minimum 20 minutes. Toutefois, au terme de 5 jours de débat, Virginie est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Un verdict qui sonne comme une immense désillusion pour ses proches. Je mets ma main au feu que ce n'est pas elle. Elle pouvait même pas tenir une bête morte. Et elle a toujours dit, maman, si ça avait été moi, je ne pourrais plus vous regarder en face. Les proches de Jean, les proches de Béatrice, étaient bien évidemment soulagés par cette décision, bien qu'ils aient eu du mal à comprendre les réquisitions de l'avocat général qui demandait à 20 ans, fixé à 20 ans, alors qu'on s'attendait à plus, enfin ils s'attendaient à plus. L'accusée fait immédiatement appel de sa condamnation. Et le 15 octobre 2021, elle est finalement condamnée à 20 ans de réclusion. Virginie a depuis formé un pourvoi en cassation. Elle reste donc à ce jour présumée innocente. Jean, il a le sentiment d'avoir été dupé. Il a le sentiment
d'avoir été manipulée par Virginie, qu'elle ait profité quelque part de sa faiblesse, de sa candeur, de sa naïveté, qui est objectivement vérifiée par à peu près tous ses proches. Il lui en veut énormément, et lui en vouloir est un euphémisme. Et il y a, au travers de cet enfant, un signe d'une ultime manipulation de cette femme à l'encontre de Jean. Ça rend la situation encore plus tragique pour tout le monde et pour cet enfant. De retour sur le plateau de Crime qui ce soir est donc installé en Alsace-Lorraine, à Verdun, à 60 km de la frontière belge. Cela fait quelques mois que Cassandra, 21 ans, a emménagé dans cette commune du Grand Est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Après une enfance difficile, elle compte bien prendre son indépendance et une revanche sur la vie. Elle réussit même à tisser un lien d'amitié avec deux nouvelles personnes, Laetitia et Caroline, qu'elle rencontre par le biais d'un ami d'enfance. Mais cette nouvelle amitié va plonger Cassandra dans l'horreur. Exceptionnellement, pour Crime, Cassandra a accepté de se livrer sur le calvaire qu'elle a subi. Le 17 mars, aux urgences de Verdun, il y a une jeune fille qui débarque avec son assistante sociale. Elle s'appelle Cassandra, elle a 21 ans et elle est dans un état critique. J'étais chauve, j'étais gonflée sur le visage, j'avais des bleus partout. Sur tout le corps, j'avais que des bleus, des marques. On a également des brûlures, multiples endroits, y compris ces endroits les plus intimes. Et puis on a des grandes griffures, notamment très visibles le long de ses jambes. Donc on voit un corps qui est vraiment meurtri. Le médecin lui-même, d'ailleurs, l'a décrit dans son certificat médical comme une personne qui présente l'apparence de quelqu'un qui sort d'un camp de concentration. Avant ce 17 mars 2015 et son admission aux urgences, Cassandra a déjà dû faire face à bien d'autres épreuves dans sa vie. À partir de 5 ans, a été placée en famille d'accueil puisqu'elle a été abandonnée par ses parents. Elle a eu d'autres frères et sœurs qui, eux, sont restés au sein de la famille, mais elle, ça a été une enfant non désirée et qui, effectivement, n'a jamais eu la possibilité de grandir sereinement au sein de sa famille. Pour moi, c'était un peu comme ma deuxième maman parce que c'est elle qui m'a élevée. C'est qui m'a appris à manger parce que moi, ma mère m'a jamais appris entre guillemets à manger. Quand je suis arrivée, je mangeais avec les doigts. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer dans une école normale, donc je suis obligée d'aller dans une école spécialisée. C'est une jeune fille qui est fragile et qui présente une déficience mentale qui est légère. Ça ne se voit pas tout de suite quand on la rencontre, mais donc voilà, c'est une jeune fille qui est plutôt naïve et fragile, on va dire. La semaine, Cassandra est en famille d'accueil. Les week-ends, elle les passe dans la Meuse, aux côtés de sa mère et de son beau-père. Un homme qu'elle accuse de l'avoir agressée sexuellement à l'âge de 13 ans. Donc moi, après, j'en ai parlé à ma famille d'accueil. Donc là, ma famille d'accueil m'a cru. Et donc, on a remonté ça à mon assistante sociale. Et elle m'a dit, on arrête les visites chez ta mère parce que je dormais tous les week-ends chez ma mère. Et de là, on a arrêté les visites. Cassandra ne trouve pas la force de porter plainte et vit chaque jour avec ce traumatisme. 7 ans plus tard, au mois d'octobre 2014, elle décide de prendre son envol et de quitter sa famille d'accueil.
C'est une jeune fille qui, malgré cette déficience, voilà, a envie de réussir dans la vie, on va dire, et de faire des études, de se prouver que malgré l'enfance finalement malheureuse qu'elle a eue, malgré cet abandon, voilà, elle a envie d'une vie à elle. Elle arrive à Verdun dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en restauration rapide. Elle connaît peu de monde, elle est logée à ce moment-là dans un foyer de jeunes travailleurs. Mais 5 mois seulement après son arrivée à Verdun, la jeune femme de 21 ans se retrouve aux urgences de la vie. Face au médecin, elle explique les raisons de son état inquiétant. Elle a une première version qu'elle va donner qui est de dire qu'elle s'est fait agresser en boîte de nuit, sauf qu'au vu de ses blessures et de son apparence physique, ils ne peuvent pas la croire. Donc ils vont ensuite appeler évidemment le commissariat de Verdun et l'officier de police judiciaire qui est présente à ce moment-là, de permanence, donc arrive à l'hôpital et va l'interroger. Moi au début je n'ai rien dit, j'ai juste dit que je m'étais fait agresser dans une discothèque, tout ça. Et ma famille d'accueil est arrivée après. Ma mère de la famille d'accueil s'est mise à pleurer, je me suis mise à pleurer. Elle m'a dit une phrase, dis tout, sinon ça va recommencer sur quelqu'un d'autre. Donc c'est là que j'ai tout lâché. Et là, Cassandra va expliquer qu'elle a été retenue prisonnière, séquestrée par un couple de femmes qu'elle nomme, donc Laetitia et Caroline, qui l'ont retenue dans leur appartement et en compagnie d'autres personnes, lui ont infligé des sévices et qu'elle vient juste d'en réchapper. Le lendemain de son hospitalisation, Cassandra est entendue par les policiers de Verdun. Elle explique donc qu'elle rencontre Caroline et Laetitia par l'intermédiaire de Ryan, qui est un ami d'enfance. Dans un premier temps, elle se dit même que ça va pouvoir devenir des amis. Et là, on est dans un cadre tout à fait amical et même, je dirais, bienveillant. C'est-à-dire que la connaissance se fait et puis, bon an, mal an, Cassandra va prendre l'habitude de plus en plus de fréquenter les filles et à tel point qu'elle va commencer par même être logée, être hébergée chez les filles. Et là, effectivement, tout commence à s'emballer. Caroline et Laetitia vont commencer à lui demander de l'argent parce qu'il faut payer les courses, il faut payer les factures. C'est un peu ça dans la tête du couple de femmes qui se met en place. Et donc Cassandra, elle abonde dans ce sens et elle donne de l'argent jusqu'à ce que le piège se referme de plus en plus. Elle est privée de son accès à son propre logement, elle est privée de sa carte, elle est privée de ses clés, elle est privée de la possibilité d'aller et venir comme elle le souhaite et elle est soumise au bon vouloir des personnes que Laetitia et Caroline font venir à l'appartement. À savoir, des amis du couple. Il y a notamment Manuel et sa petite amie Myriam, un certain Damien et même Ryan, son ami d'enfance. Tous sont impliqués à des degrés différents. Cassandra, petit à petit, va se voir effectivement dénier son caractère d'être humain. Et où on va la réduire au rôle d'objet. Ça a commencé avec des claques, tout ça. Donc là, il commence à me taper, à me donner des coups de pied, des coups de matraque. Et elle raconte d'autres sévices plus de l'ordre de traitement, en fait, qu'on pourrait qualifier de traitement inhumain et dégradant, dans le sens où elle explique qu'elle a été obligée de dormir par terre, qu'elle n'avait plus à manger, si ce n'est les croquettes du chat. Ensuite, elle rentre dans des détails beaucoup plus sordides, où finalement, elle va expliquer qu'elle a été violée, à tour de rôle, quotidiennement. Le premier viol se passe donc dans la salle de bain avec Emmanuel. Donc moi je suis partie prendre ma douche. Donc Emmanuel est arrivé dans la salle de bain. J'avais reçu déjà un peu des menaces, donc je ne bougeais pas. Donc il m'a violée.
Là, après, je suis ressortie de la salle de bain, donc là, j'ai revécu donc un viol. Face aux enquêteurs, Cassandra va également revenir sur un événement particulièrement traumatisant. Donc on est à ce moment-là au mois de mars. Au mois de mars, en Meuse, il fait quand même particulièrement froid. Tout le groupe va prendre Cassandra et ils la conduisent dans ce déversoir qui se présente comme une petite plage. Après, donc à 3h du mat, ils ont décidé de me mettre à l'eau jusqu'à me recouvrir la tête. Et c'est que quand je voulais essayer de remonter, ils n'arrêtaient pas de me repousser. J'ai réussi à remonter un moment sur la berge. Je n'ai rien pensé. J'ai juste essayé de survivre, on va dire. Le lendemain, ça a recommencé. Mais là, j'ai entendu une phrase. Donc à ce moment-là, c'est la première fois que Cassandra entend ces termes-là et se dit finalement, je sais pas, il y a un déclic qui se fait et elle se dit, tout ce que je subis depuis des semaines, je n'ai pas réussi à finalement m'en saisir pour partir, mais là, ils veulent me tuer, donc il faut que je trouve un moyen pour pouvoir m'échapper. Pour cela, la jeune femme leur affirme qu'elle a un rendez-vous le lendemain avec son assistante sociale. À l'hôpital, le témoignage de Cassandra est glaçant. Également entendu, son assistante sociale explique avoir remarqué ces derniers mois un changement de comportement chez elle, notamment dans la gestion de ses finances. Elle va trouver ça assez bizarre et elle va lui proposer un rendez-vous. Et donc quand son assistante sociale la voit, elle est assez surprise parce que Cassandra a changé de look. Avant de quitter sa famille d'accueil, Cassandra c'était la petite fille qui mettait des petites robes, des barrettes, et puis là elle arrive un peu femme fatale avec une coupe un peu excentrique, et son assistante sociale est totalement surprise de la voir. Mais bon, soit. Elle se dit, bon, je sais pas, peut-être qu'elle s'émancipe, ok. Elle l'interroge sur les dépenses et puis donc elle lui dit, mais Cassandra, pourquoi tu dépenses tout cet argent en fait? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Cassandra lui dit, oui, tout va bien. Peu convaincue, l'assistante sociale la convoque à nouveau une semaine plus tard. À ce rendez-vous, en mars 2015, l'apparence de la jeune femme a encore une fois changé. Sa référente sort dans l'accueil, regarde, aperçoit un jeune homme rasé, très amaigri, et se retourne vers la personne qui lui a indiqué que Cassandra était là en disant « non, elle n'est pas là, je ne la vois pas ». Avant de réaliser que ce jeune homme très amaigri, rasé et avec le visage tuméfié, c'est Cassandra. Donc elle va recevoir Cassandra dans son bureau en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Dans un premier temps, Cassandra ne dit rien, parce qu'effectivement, Caroline et Laetitia sont dans la salle juste à côté, très menaçante. Et c'est donc la référente qui prend Cassandra et qui lui dit « je ne te laisse pas repartir dans cet état-là, je t'amène aux urgences ». Donc la référente va prendre Cassandra, sort devant Laetitia et Caroline qui commencent à l'invectiver en lui disant « mais nous on n'y est pour rien, nous on l'a aidée, c'est grâce à nous qu'elle est ici aujourd'hui ». Le 20 mars 2015, soit 3 jours après l'arrivée de Cassandra aux urgences, les enquêteurs lorrains procèdent aux interpellations des 6 suspects. L'arrestation de Caroline et Laetitia, en fait, c'est un petit peu l'illustration de leur trait de caractère à l'une et à l'autre. Et c'est-à-dire que les policiers vont pouvoir décrire que l'arrestation de Laetitia se passe extrêmement mal, qu'elle est très agitée, qu'elle ne veut pas se laisser, bien entendu, interpeller, qu'elle gesticule, qu'elle crie, etc. Et à l'inverse, Caroline va se laisser interpeller sans difficulté aucune. Pour ce qui est de la perquisition, on retrouve divers objets, alors qui peuvent être des objets de la vie quotidienne et courante, mais qui vont interpeller les enquêteurs parce que ça correspond à certains objets du récit de Cassandra et qui auraient pu servir à pratiquer certains sévices.
Elle a parlé notamment de lames chauffées à blanc, donc on va saisir les couteaux qui ont pu avoir l'air d'être chauffés. Elle a parlé de tournevis, donc les tournevis seront saisis. Ils vont trouver aussi une couverture où ils constatent des taches de sang. Cassandra va expliquer que cette couverture-là a été mise au sol en fait au moment des viols. Chez Manuel, ils vont saisir aussi également une matraque. Et on va retrouver les chaussures de sport avec des crampons qui ont servi donc à lui infliger des blessures assez horribles sur les cuisses. Et il y a évidemment toutes les expertises ADN qui vont permettre de s'appuyer et de démontrer que la matraque a bien été utilisée pour violer Cassandra, que les crampons ont bien été utilisés pour la torturer, et on retrouve évidemment l'ADN des co-accusés sur les différents objets qui ont pu servir à lui faire du mal. En plus de ça, donc, il y a des exploitations qui vont être réalisées des téléphones des accusés. Parce que Cassandra dira aux enquêteurs que pendant tout le temps où elle était martyrisée, torturée, violée, elle sait qu'il y a des photos et des vidéos qui ont été prises d'elle pendant ses sévices. Sur le téléphone de Laetitia, il y a une chose un peu particulière qui est retrouvée, c'est un texte qu'elle a envoyé à Caroline. Et c'est un texte dans lequel elle raconte une histoire. Sauf que l'histoire qu'elle raconte, c'est l'histoire de Cassandra et de tout ce qu'ils lui ont fait subir depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. On va retrouver aussi dans les téléphones une vidéo qui est assez terrifiante, où on voit Cassandra assise sur une chaise, le crâne rasé, se prendre des coups en fait de la part de Caroline, qui rigole et compte les coups qu'elle lui met dans le visage. Placés en garde à vue, au commissariat de Verdun, les 6 suspects présentent des profils et des parcours de vie très similaires. Ce sont des jeunes gens qui ont plus ou moins tous le même âge. Donc ils ont entre, je dirais, 18 et 25 ans à peu près. Ils sont tous originaires de Verdun, plus ou moins, ou des alentours. Ce sont des personnes qui ont, voilà, pour l'essentiel, j'ai envie de dire, des carences affectives, éducatives. Et c'est des enfants qui ont eu ou vu leurs parents se faire battre ou qui ont été battus par leurs parents, qui sont mal aimés, qui ont arrêté l'école très tôt. Dans les déclarations de garde à vue, chacun en fait va essayer d'expliquer sa position, son rôle, effectivement de le minimiser, mais en tout état de cause, sur l'intervention des uns et des autres, on va avoir Caroline qui va se positionner en disant oui, moi j'étais présente, mais voilà, j'ai pas commis d'acte, j'ai pas commis de viol, et les viols qu'a pu subir Cassandra, voilà, elle était consentante. On a effectivement Manuel, Ryan et Damien qui vont pouvoir dire aussi que Cassandra était consentante. Ils reconnaissent la séquestration, ils reconnaissent certains actes de torture, mais les viols, ça, non, pour eux, il n'y a pas eu viol. Donc c'est déjà assez troublant en fait leur position. Ce que tout le monde va reprocher à Laetitia, c'est son rôle prédominant et un rôle de meneuse. C'est-à-dire que pour tout le monde, Laetitia, c'est à la fois l'instigatrice, c'est celle qui mène et c'est celle qui fait peur. C'est-à-dire qu'on a une constante par rapport aux différentes versions des co-accusés, c'est que s'ils ont agi de la sorte, c'est parce que Laetitia les menaçait. Je pense que c'est quelque chose d'important à retenir dans ce dossier, c'est que les motifs sont vraiment secondaires parce qu'on est vraiment dans un contexte de manipulation. Alors ça peut prêter à sourire parce qu'on l'a vu, toutes ces personnes ne sont pas des grands intellectuels. Je pense qu'il y a une notion d'entraînement et d'effet de groupe qui va aussi abolir certaines barrières de réflexion. Il n'y a plus de place pour la rationalité. Là, on est parti dans des choses qu'on ne peut pas s'expliquer quand on est normalement structuré mentalement, intellectuellement.
C'est toute la difficulté de ce dossier. On cherche à savoir pourquoi Cassandra, pourquoi avoir fait tel et tel acte, pourquoi aussi longtemps, pourquoi des faits aussi dégradants. Et en fait, on a du mal dans ce dossier à avoir des explications parce que je pense que c'était Cassandra comme ça aurait pu être une autre jeune fille, que ça aurait pu être une autre victime. C'était pas elle précisément, c'est qu'elle s'est trouvée là à ce moment-là. Au cours de l'instruction, les policiers découvrent également que le calvaire de Cassandra aurait pu s'arrêter plus tôt. En effet, plusieurs personnes extérieures au groupe étaient au courant de ce que subissait Cassandra. À l'image de la mère de Damien, qui avait reçu les confidences de son fils. Il va rentrer chez sa mère, raconter ce qu'il se passe, à tel point que sa mère et lui décident d'appeler les services de police pour prévenir qu'il se passe quelque chose de très grave à Verdun et qu'une fille est en danger de mort. Donc ils vont prévenir les services de police qui malheureusement ne vont pas tenir compte de son appel, malgré les détails qu'il donne. Et Cassandra vit 48 heures supplémentaires de torture et d'humiliation, de violences épouvantables. À l'issue des interrogatoires, les 6 accusés vont être expertisés par une batterie de psychologues et de psychiatres. On a des similitudes de caractère, notamment chez Manuel et Laetitia, à savoir qu'ils sont tous les deux impulsifs, ils ne maîtrisent pas forcément leur violence et on a effectivement les experts qui vont pouvoir poser des diagnostics de psychopathie et de personnalité asociale les concernant. Pour les 3 autres, on a, en fait c'est pareil, des similitudes, mais plus d'ordre social que d'ordre psychiatrique finalement. Ce que je retiens, c'est que l'ensemble des experts sont d'accord pour dire que ce ne sont pas des grands intellectuels. Nous avons des gens qui sont de la tranche basse de la normalité jusqu'à limite le stade voilà, de la faiblesse intellectuelle. Le 26 février 2018, le juge d'instruction ordonne le renvoi des bourreaux de Cassandra devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour séquestration, viol et actes de torture. On est déjà dans le cadre d'une cour d'assises, c'est une salle immense, avec de magnifiques boiseries, donc on a déjà un décorum qui nous assomme, là aussi rajoute à l'ambiance très particulière, mais les faits eux-mêmes, même pour des assises, sont extraordinaires. Et puis on est parti pour 3 semaines de procès. C'est pas tous les procès d'assises qui durent 3 semaines. Donc forcément, il y a des hauts et des bas pendant le procès. Il y a des moments où il était peut-être un petit peu plus détendu, il y a des moments où il était extrêmement tendu. Celle qui me faisait le plus peur, c'était Laetitia. C'était la chef, on va dire. C'est elle qui me faisait le plus peur. Je me suis dit clairement, ils sont enfermés, ils ont des policiers autour. J'ai rien à craindre. Donc je suis allée non stressant, j'y allais comme ça. La seule chose que j'ai pensé tout de suite, c'est qu'ils doivent payer pour tout ce qu'ils m'ont fait. Tout au long du procès, les témoignages se succèdent. Et l'un d'eux va particulièrement marquer la cour. Celui de la famille de Laetitia. En visioconférence, ses parents ne cachent pas leur honte et leur écœurement à l'égard de leur fille. Quand il la voit, son père surtout, c'est son père qui a les mots les plus durs, s'adresse à elle et il lui dit elle mérite ce qui lui arrive, qu'il ne veut plus qu'elle porte son nom et qu'il souhaite qu'elle ne sortira jamais de prison. Traumatisée par ces 3 semaines de séquestration et de violence, Cassandra peine à exprimer ses émotions. Et cela jusqu'à la prise de parole de Laetitia. Elle commence à invectiver la présidente, les partis, en disant mais en fait on essaie de me faire passer pour un monstre.
Et là, Cassandra a une réaction. Elle se met à dire très fort, et on l'a entendu dans cette grande cour d'assises de Nancy, dire « mais tu es un monstre ». Ça a été extrêmement fort. Myriam est condamnée à 7 ans de prison. Damien et Ryan, eux, sont condamnés à 10 ans de prison. Et puis, donc Caroline, 15 ans, et Manuel et Laetitia, 18 ans. Suite à cette décision de justice, le parquet estime que les peines de Laetitia, Caroline et Manuel ne sont pas assez lourdes et il décide de faire appel. Un an plus tard, le 4 novembre 2020, le trio se retrouve pour un nouveau procès à Metz. J'ai plus appréhendé et le procès était encore plus difficile parce que la juge, elle a mis les vidéos, elle a mis les photos de tout ce que j'ai vécu. Donc moi, ça m'a remis dedans. Donc c'était assez compliqué. Donc là, entre guillemets, j'ai craqué. Donc j'ai eu du mal à remonter la pente. L'ambiance était très différente entre le premier procès et ce procès d'appel. On a pu se concentrer sur les 3 principaux accusés dans ce dossier et chacun a pu, s'il le souhaitait, s'exprimer. Et Caroline s'est saisie vraiment de ce deuxième procès pour avoir une attitude complètement différente par rapport au premier procès. Caroline, au premier procès, elle est toujours un peu dans cet aspect assez masculin, cheveux courts, elle avait perdu beaucoup de poids. Là, en appel, elle a repris du poids, ses cheveux ont poussé, elle a un côté plus féminin qui ressemble plus à ce qu'elle était avant de rencontrer Laetitia. Caroline a réussi à pleurer, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire jusque-là. Donc, ce qui montre quand même une étape dans sa réflexion, dans sa prise de conscience, parce qu'on a l'impression aussi que par rapport au premier procès, ils n'avaient pas forcément conscience de la gravité des faits, de la gravité des peines qu'ils pouvaient risquer. Malgré ce changement d'attitude, Caroline est une nouvelle fois condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Manuel a 28 ans et Laetitia a 30 ans. À l'exception de cette dernière, les autres accusés ont depuis formé un pourvoi en cassation et restent donc à ce jour présumés innocents. Aujourd'hui, Cassandra a quitté la Lorraine et continue sa reconstruction du côté de Bourges. Si sur le plan professionnel, la jeune femme cherche encore sa voie, elle a enfin trouvé l'amour depuis 3 ans. Moi maintenant, je revis pour ma vie de femme, je m'épanouis dans ma nouvelle vie. Là où je suis, je me sens bien, je suis épanouie dans ma vie. J'ai des amis aussi qui connaissent mon histoire. On va dire que je ne l'ai pas oublié, j'avance et l'histoire maintenant, elle est derrière moi. Elle sera toujours en moi, mais j'évite d'en penser. Moi maintenant, j'essaie d'aller de l'avant. Crime est donc installé ce soir en Alsace-Lorraine et direction Laxous. C'est une ville de 14 000 habitants en Meurthe-et-Moselle. Nadia, 44 ans, a choisi de s'installer ici après une vie très chaotique, des relations sentimentales compliquées, des ennuis judiciaires. Mère d'un petit garçon prénommé Jérémy, elle ne l'élève pas. Pourtant, à sa majorité, son fils choisit de renouer contact avec sa mère. Au même moment, un autre homme entre dans la vie de Nadia. Il s'appelle David, un homme qu'elle a déjà connu quelques années auparavant et avec qui elle entame une relation. Et alors que tout semble rentrer dans l'ordre dans la vie de cette femme, un soir, en rentrant, Jérémy découvre l'impensable. Sa mère vient d'être assassinée. En exclusivité, pour crime, Jérémy a accepté de revenir sur ce terrible drame qui l'a marqué à vie.
15h, les policiers ont été appelés par plusieurs promeneurs complètement en panique. On leur dit qu'une femme est en train de se faire agresser sur le parcours de santé de la Sapinière. Les policiers qui, par hasard, se trouvaient à 2 km du lieu des faits et qui ne pouvaient pas venir en voiture du fait qu'il fallait traverser le bois, sont venus en courant, à pied, au plus vite, et au bout de quelques minutes sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé un homme encore en train de frapper une femme au sol. Ils lui ont fait une sommation de s'arrêter, ils se sont approchés, ils ont crié en lui disant d'arrêter et de poser son arme. Il lui demande d'arrêter, il n'arrête pas. Et ça dit que lorsque une des femmes policiers sort son arme et le menace de son arme, qu'enfin il se décide à arrêter de poignarder la victime. Il se relève, il jette son couteau et les policiers lui demandent de se mettre au sol et le menottent. Ils vont arrêter l'auteur des faits. Ils vont évidemment le placer en garde à vue. C'est à cette occasion que les enquêteurs vont connaître le nom de Nadia, la victime. Originaire de Tunisie, Nadia, 44 ans, a connu une vie extrêmement chaotique. Et cela, dès sa plus jeune enfance. Elle a très mal supporté le divorce de ses parents. Et de ce fait, a eu par la suite avec les hommes qui ont traversé sa vie, avec lesquels d'ailleurs elle a eu des enfants, souvent une relation assez compliquée. Elle a été baladée de foyer en foyer. Ces enfants qu'elle a eus de plusieurs pères différents ont également été baladés de foyer en foyer. Il y a ce terrible conditionnement psychique des blessures de l'enfance qui vont vous amener à reproduire les faits dont vous avez vous-même été victime. Nadia est une femme fragile, influençable, qui a connu certaines mésaventures et des mésaventures judiciaires. Elle a été condamnée à 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence. La vie sentimentale de Nadia est elle aussi très tourmentée. En 2000, elle donne naissance à Jérémy, son premier fils. Mais la jeune femme de 26 ans n'est pas en mesure de l'élever. Depuis tout petit, je la voyais pas. C'était compliqué entre nous deux. À partir de mes 18 ans, là, j'ai pris un peu plus de recul. Je me suis dit, passé, c'est le passé, vas-y, on avance. Alors, Jérémy, il n'a quasiment jamais vécu avec sa mère. Puisque, dans la mesure où sa mère a été incarcérée, il a été placé, et que finalement, il ne l'a retrouvée qu'en avril 2017. Donc, juste quelques mois avant les faits. Ma mère, elle était gentille, elle était déterminée tout le temps dans ce qu'elle faisait. Elle aimait vraiment ses enfants quand même, quoi qu'on puisse dire. Et voilà, c'était une bonne personne. Au mois d'octobre 2017, tandis que mère et fils ont repris contact, Nadia se met à fréquenter un certain David. Une relation qui transcende la quadragénaire. Elle était accrochée, elle était amoureuse de ouf. Et avec mon ancien beau-père, du coup, c'était pas pareil. Je restais ensemble, mais c'était une relation normale. Mais là, non, elle voulait le voir tous les jours, tout. Elle était accrochée. Après tous ces déboires, Nadia semble remonter la pente. Jusqu'à ce 9 janvier 2018, où elle subit une avalanche de coups. Quand les secours sont arrivés sur place, Nadia était déjà morte.
son corps était allongé par terre, ses vêtements un petit peu en pagaille. En fait, en essayant de la retourner, ils se sont aperçus qu'elle était égorgée vraiment de manière importante, qu'elle ne respirait plus du tout et qu'elle était donc déjà morte bien avant leur arrivée. Il est évident qu'après une dizaine de coups de couteau dans le visage et dans le thorax, elle devait décéder. C'est une espèce de sauvagerie. Elle s'est défendue parce qu'il avait des blessures au visage qui correspondaient à des blessures de défense, hein, avec les ongles. Sur place, les policiers auditionnent les témoins de la scène. Et notamment les 2 femmes qui ont donné l'alerte. Dans un premier temps, elles ont d'ailleurs cru que c'était un couple qui était allé se livrer à une relation intime pas suffisamment cachée. Et puis elles ont fini par comprendre que les cris de la femme étaient des cris de douleur et des appels au secours. Il y a un autre couple de promeneurs avec un monsieur, justement, qui est là et qui, lui, va venir au plus proche de la scène. Il voit un homme qui agresse une femme qui est allongée au sol au couteau, il voit qu'elle est en difficulté et il essaye en tout cas de la raisonner, de lui dire « Monsieur, il ne faut pas faire ça, il faut pas faire ça ». Et là, la réponse qu'il lui a apportée, c'est « Il faut que je la crève ». En tout cas, lui, c'est ce qu'il entend à ce moment-là. « Il faut que je la crève, je n'ai plus le choix ». Et comme il était lui-même désarmé, il n'a pas osé, et on le comprend d'ailleurs, s'en prendre directement physiquement ou s'interposer physiquement. Donc il a également appelé la police. Moi, je l'ai appris le soir. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait une journée normale. Et j'étais en train de manger à l'extérieur. Et ma grand-mère, elle m'appelle. Elle me dit « Ouais, il y a la police à la maison ». Je dis « Bah ok, j'arrive ». Et après, quand je les vois, moi, je me dis « C'est pas possible ». Je me dis « Il y a un truc ». Et quand ils me disent « C'est ma mère », moi, je me dis « Ouais, elle a encore fait quelque chose ». Et là, ils me disent que non, en fait, elle se fait assassiner. Moi, je suis là, c'est une caméra cachée, il y a un truc. Et en fait, là, je vois que non, je vois ma grand-mère, elle pleure, tout ça. Je me dis, ah ouais, non, en fait, c'est réel. Et ouais, ça fait bizarre de la prendre comme ça, en fait. Le médecin légiste constate a priori 113 plaies qui ont été portées. Au final, il dira qu'il y a eu 80 plaies qui sont vraiment des coups qui ont été portés sur Nadia et les 30 autres plaies sont finalement des blessures défensives. Certains coups de couteau étaient d'une telle violence qu'ils ont fracturé les côtes. Ce qui traduit un acharnement absolument incroyable. En parallèle, les enquêteurs se renseignent sur l'auteur des faits. Ils réalisent alors que cet homme n'est autre que le compagnon de la victime. Âgé de 44 ans, David n'a pourtant pas le profil d'un meurtrier. Il a grandi dans une famille classique, un milieu moyen. Il a été élevé par ses parents. Il a eu une scolarité, on va dire, un petit peu médiocre, mais sans difficulté particulière, sans se faire remarquer. Et sur le plan du travail, ensuite, il a plutôt enchaîné les petits boulots, les missions d'intérim. Voilà, c'était pas quelqu'un d'ambitieux sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui est décrit de manière générale comme étant quelqu'un de discret, de timide et de respectueux. C'est une personne qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, pas de difficulté, jamais été condamné pour des faits de violence. Il a été marié 2 fois et divorcé 2 fois. Il a une fille qui a une 20aine d'années. Rien de particulier dans sa vie et surtout rien qui laisse présager de ce fait de violence qu'il allait commettre. C'est quelqu'un qui est un peu un séducteur et qui est entouré, on le voit tout au travers du dossier, d'une cour de femmes fragiles qui tombent amoureuses de lui. Face aux enquêteurs, le suspect raconte avoir trompé sa compagne actuelle avec Nadia entre octobre et décembre 2017.
Une fois arrivé en garde à vue, David était encore choqué par son propre geste et choqué d'avoir tué Nadia. Donc, il a reconnu sa responsabilité dans le meurtre. Il explique déjà qu'en fait, il est harcelé par Nadia depuis un certain temps, depuis des semaines. En fait, il explique qu'il a eu une relation avec Nadia, qu'il a voulu y mettre un terme, que Nadia ne l'a pas accepté. Et il explique que le matin des faits, il doit se rendre pour des raisons personnelles à la banque, qui est située non pas très loin du parcours de santé de la Sapinière. Et une fois arrivé en bas de chez lui le matin, il est tombé sur Nadia qui, une fois de plus, l'attendait alors que ça n'était pas prévu. Il n'a pas réussi à la faire partir. Ils sont partis tous les deux vers le petit bois de la Sapinière dans lequel se trouve le parcours de santé. Et ils y sont restés ensemble pendant plusieurs heures. Pendant tout ce temps, Nadia aurait tenté de le convaincre de quitter sa femme pour elle. Il essaye de la raisonner sur leur absence de relation et la fin de leur relation. Ce qu'il explique, c'est qu'elle lui fait du chantage. Ce que lui dit Nadia, c'est elle lui dit « Ayons une dernière relation sexuelle ensemble et après je te laisserai ». Donc ils ont cette dernière relation sexuelle dans les bois qui bordent le parcours de santé de la Sapinière. Et il explique qu'ils ont cette relation sexuelle qui est pour lui une relation sexuelle qui est contrainte et que lorsqu'ils ont terminé et que justement ils regagnent le chemin, en fait Nadia revient sur sa parole. Elle a dit à David que finalement elle ne le laisserait pas tranquille et qu'elle allait s'en prendre à sa fille et à sa femme. Et là, il a complètement pété les plombs, la colère est montée et il a sorti son couteau. Il indique qu'il se souvient du premier coup de couteau, mais qu'après il ne se souvient plus de rien et ne reprendrait ses esprits finalement que lorsque il va être emmené par les services de police. C'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique, à savoir que c'est tellement horrible ce qu'il fait et le moment qu'il vit qu'il se dissocie en fait de la réalité et de ce qu'il a commis. Et il ne s'en souvient pas. La compagne de David, Agnès, a été entendue. Elle a confirmé qu'elle avait une relation avec lui depuis plusieurs mois. Et elle a confirmé également qu'elle était au courant de sa relation adultère avec Nadia. Elle a indiqué qu'elle en avait parlé avec David et que David avait choisi de rester avec elle et donc de quitter Nadia. Mais que malgré tout, Nadia ne voulait pas comprendre et qu'elle envoyait des messages à David, qu'elle lui téléphonait, qu'elle cherchait à le rencontrer. Mais en fait, on a le sentiment que pendant toute cette histoire et pendant toute la relation qu'il a eue avec ces deux femmes, il a joué sur les deux tableaux. Comme sa femme, les parents de David ont eux aussi connaissance de la relation adultérine de leur fils. C'est quelqu'un d'assez introverti, d'assez réservé et qui ne se confie pas à ses proches lorsqu'il a des problèmes. Or, lorsqu'il s'y rend pour Noël, il raconte à ses parents les problèmes auxquels il est confronté. Il leur a demandé si il pouvait l'héberger temporairement le temps qu'il trouve un logement à Metz, en leur expliquant qu'il souhaitait, par ce moyen, fuir Nadia, dont il avait peur. À cette occasion, l'homme aurait également confié à ses parents que Nadia l'avait menacé de s'en prendre à ses proches. Son père lui conseille d'aller déposer plainte et lui propose de l'accompagner dans cette démarche. Mais David refuse parce qu'il pense que sa plainte ne sera jamais prise au sérieux. En exploitant le téléphone de David, les enquêteurs ont pu retrouver un nombre extrêmement important de SMS et d'appels téléphoniques en provenance de Nadia. Donc c'était quand même à sens unique, globalement. Il faut reconnaître qu'il y a eu un véritable harcèlement de la part de Nadia. On a recensé sur une période de 15 jours 816 appels et SMS. Les policiers vont expertiser le téléphone d'Agnès, donc qui est la compagne de David.
Et ils vont trouver un SMS qui émane de David, qui est adressé à Agnès le matin du jour des faits, où il écrit à sa compagne, parlant de Nadia. Je vais la planter, il n'y a pas d'autre solution. Je finirai en tôle, tant pis. Et sa compagne lui répond en lui disant non, ne fais pas ça. Au cours de leurs investigations, les policiers lorrains vont apprendre que David et Nadia ont fait connaissance en 1997 à la gare de Nancy. Ils se sont rencontrés 20 ans avant les faits. Ils ont eu une brève histoire qui a duré peut-être 1 mois ou 2 mois. Et puis, ils ne s'étaient pas revus durant 20 années. Et au mois de novembre 2017, ils se sont revus par hasard dans le tram de Nancy. Elle va revivre une vision très, très romanesque de cette rencontre. On s'est quittés il y a 20 ans. On se retrouve... Voilà, c'est le destin qui nous a réunis. On voulait vraiment me le présenter. Au début, j'étais pas trop chaud. Et après, j'ai dit, bah vas-y, c'est bon, je le fais. Et ouais, on a pris un café. Et genre, ça a duré 10 minutes. Parce que, bah, on a discuté vite fait. Il m'a dit, ouais, ta mère, je vais pas lui faire du mal. Enfin, des belles promesses, quoi. Dès le mois d'octobre 2017, les deux amants vivent en secret leur idylle. Jusqu'à ce que la compagne de David découvre la relation qu'il a avec Nadia et qu'elle mette les pieds dans le plat, qu'elle lui demande de choisir. C'est à ce moment-là que les choses vont dégénérer. Et puis un jour, 21 décembre, SMS, c'est pas toi que j'ai choisi l'autre, dégage. Nadia, elle l'a harcelée parce qu'elle était tombée d'un seul coup du 6e étage quand elle avait reçu le SMS alors qu'elle envisageait de reconstruire sa vie avec lui. Évincée sans ménagement, Nadia tente de retenir David par tous les moyens. Nadia pensait que Jérémy pouvait être le fils de David parce qu'il avait été conçu pendant la même période que celle où ils avaient eu leur première relation. Donc elle a dit ça à David et elle insistait beaucoup là-dessus, persuadée d'avoir raison. Et lui, en faisant un calcul assez simple, s'est aperçu que c'était pas possible, puisque en réalité, lorsqu'il a rencontré Nadia, c'était peut-être 1 an ou 2 avant la conception de cet enfant. La relation m'a trop monté à la tête. Et quand elle m'a dit, oh, ça peut être ton père, j'étais là, non, c'est pas possible. Non, on se ressemble pas, on n'a rien en commun, c'est pas possible. Et elle voulait que je fasse un test. Mais je dis non, je fais pas de test. Même après la police, tout, après elle m'a dit, si tu veux faire un test, on sait jamais. Je dis non, jamais. Suite à la découverte du SMS troublant de David à sa compagne, les enquêteurs décident de le réinterroger. Et l'homme va alors faire de nouvelles révélations. À la veille des faits, Nadia était déjà là, présente, en bas de son domicile. Ils ont du coup passé une partie de la journée ensemble et ils ont déjà eu une relation sexuelle sous la contrainte. En tout cas, lui le vit comme ça et le décrit quasiment comme un viol puisque c'est toujours le même chantage. Elle lui dit c'est notre dernière relation sexuelle et après je te ficherai la paix, et ce qui n'est absolument pas le cas. Pourtant, David n'a pas voulu alerter les autorités pour ce prétendu viol. Pas plus que pour les innombrables messages envoyés par sa maîtresse. Il a peur que même les policiers se moquent de lui s'il vient déposer plainte pour des faits de harcèlement alors que lui est un homme et que l'auteur des faits de harcèlement est une femme. Mais ces explications laissent perplexes les policiers. Ils ont le sentiment que l'homme joue avec la vérité. Et surtout, que son crime a été prémédité. C'est d'une part le fait que David ait dans sa poche un couteau le jour des faits alors qu'il n'avait pas l'habitude d'en avoir. Le deuxième élément, c'est qu'il ait envoyé
le jour des faits, un SMS à sa compagne pour lui dire « je n'ai pas d'autre solution, je vais la crever ». Troisième élément, c'est le fait que le témoin qui passe au moment où il est en train de poignarder Nadia l'entende dire « il faut que je la crève ». Il y a plusieurs reprises, il faut que je la crève. David a fait l'objet d'une expertise psychologique et d'une expertise psychiatrique. Ce qui ressort globalement de ces analyses, c'est qu'on a affaire à un homme normal, une sorte de monsieur tout le monde, alors peut-être un peu introverti, mais sans plus. Elle va déterminer que certes, David n'était pas un homme violent, hein, mais on a retrouvé un petit peu ce côté manipulateur, cette manière de s'adapter. Également, une absence de remords. Le 10 janvier 2018, le juge d'instruction renvoie David devant la cour d'assises de Nancy pour assassinat. Dans un procès d'assises, l'ambiance est toujours tendue. Mais je dirais qu'elle ne l'était pas particulièrement. Il n'y avait pas d'agressivité particulière de part et d'autre. Moi, c'est ce qui m'a marquée. Quand j'étais stressé, c'était compliqué. Genre, je voulais que ça arrive, mais en même temps, c'était compliqué. Et je me dis, 3 jours, c'est pas assez. 3 jours d'audience pour décider du sort de David. Mais l'accusé se mure dans le silence et ne fait part d'aucun remords. Ça interroge sur la véritable personnalité de David. Et on a véritablement l'impression qu'il ne s'est jamais livré complètement. Que ce soit aux experts, psychiatres, psychologues qui l'ont examiné, ou même devant la cour d'assises. Il est toujours resté sur une certaine réserve. Nous, notre défense, elle est simple. C'est que déjà, on a toujours contesté la préméditation et l'acte en lui-même, on voit que c'est quelqu'un qui perd complètement le contrôle et qui réagit sous le coup d'une colère. Donc c'est pas compatible avec un geste prémédité, avec le fait de se dire qu'on prend un couteau et qu'on va donner rendez-vous à quelqu'un, ce qui n'est pas le cas. David s'est bien défendu et a été bien défendu. Il a pris le parti de suivre ce qu'il avait dit dans les premières dépositions et qui est toujours facile hein, pour un accusé, c'est de se taire, quoi. De dire, bah voilà, moi j'ai donné le premier coup de couteau. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai été harcelé et j'ai craqué. Je pense que le lourd passé de Nadia a joué contre elle et que l'attitude de l'accusé, ses déclarations, la stratégie qu'il avait employée lui ont profité. Bon, il a été condamné à 18 ans de réclusion, encore une fois, c'est une peine conséquente, mais il risquait plus. Les jurés ont dû penser que lorsqu'il envoyait ses SMS pour dire « j'ai pas d'autre solution, je vais la crever », il ne le pensait pas vraiment, et que lorsqu'il a commis les faits, même s'il y a eu 112 coups de couteau, eh bien il a agi d'une manière très mécanique. Et que ça ne s'inscrivait pas dans une véritable préméditation, qu'il n'avait pas l'intention véritable de la tuer. À l'énoncé du verdict, la mère de Nadia et celle de David vont surprendre l'assistance en se prenant dans les bras. Parce que c'était deux mères, ce sont deux mères qui ont finalement perdu leurs enfants. La mère de Nadia a perdu sa fille qui est décédée, mais la mère de David perd son fils qui est incarcéré pour de nombreuses années. Mais pour Jérémy, cette peine de prison est incompréhensible. Moi, je voyais ma mère pleurer pour lui.
Et qu'au final, ça se termine comme ça, c'est compliqué à encaisser. Genre 18 ans, je me dis, c'est pas beaucoup. En fait, c'est rien, t'enlèves la vie à quelqu'un et tu prends 18 ans, tu ressors après comme si t'as rien n'était. C'est compliqué. Jérémy a le sentiment que David lui a enlevé le droit qu'il avait de nouer une relation avec sa mère. Ouais, j'essaie de plus en parler, j'essaie d'avancer avec ça malgré tout. Moi, perso, ça me faisait du mal pour elle. Parce que je me dis, elle mérite pas ça quand même. Genre, personne ne mérite ça. Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.